À l'issue de mon bac, j'ai fait une école de commerce complétée par un MBA aux États-Unis, dans le stade de Hartford, dans le Connecticut. Évidemment, tout se passait en anglais, avec un environnement international. On avait des collègues qui venaient des 5 continents. Et donc là, j'ai eu pendant 2 ans une activité internationale où je négociais, travaillais avec des filiales en Angleterre, en France évidemment, en Allemagne, au Japon, en Amérique du Sud, au Mexique. Je crois aussi il y en avait en Inde. Donc on avait cette fonction très internationale. Je dirais que ce qui va prévaloir, c'est de se différencier et de faire des choses différentes que ce que vos autres collègues en fait de même âge sont dans la compétition, qui candidatent pour les mêmes postes, vont faire. Donc j'encourage vraiment les jeunes comme vous à tenter des expériences de façon plus précoce ou différente, complémentaire d'un parcours standard qui peut être celui d'un étudiant comme on a pu le voir en 5e année de pharmacie qui va faire un stage en industrie, qui va être appelé par les big ones. Un salaire entre 35 et 45 chef de produit. Ensuite, vous arrivez à un niveau de chef de groupe, vous pouvez être aux alentours de 70-75 KE. Directeur marketing, ça commence entre 95 et ça va aller jusqu'à 150 en fonction, je dirais, des laboratoires. J'arrivais à un âge où finalement la différenciation qui était la mienne du démarrage, finalement se confondait avec les expériences des métropolitains qui étaient restés en France et qui avaient des parcours brillants dans différentes sociétés. Et donc, il y avait finalement plus de différence. Et en partant aux États-Unis, justement, j'ai repris, je dirais, un step forward. Bienvenue sur Parcours Santé Podcast. Vous êtes étudiant en pharmacie industrielle, en médecine, en biologie ou même en école de commerce et vous visez une carrière dans le secteur de la santé, ce podcast est fait pour vous. Je suis Mohamed Bahadjem et avec mon collègue Vincent Béjou, nous mettons à profit notre réseau pour vous offrir des conversations exclusives avec des leaders et des experts de l'industrie pharmaceutique. Chaque épisode est une opportunité d'explorer les coulisses de ce secteur, d'en apprendre plus sur les métiers qui vous passionnent et de vous inspirer pour votre propre parcours professionnel. Si vous êtes prêt à découvrir ce que l'avenir de la santé vous réserve, vous êtes un bon endroit. Je suis Vincent Béjou, étudiant en pharmacie, et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir un invité dont le parcours incarne parfaitement l'alliance entre expertise pharmaceutique et leadership marketing. Hugues a su se distinguer à travers une carrière internationale impressionnante, avec un passage marquant chez Bayer, et maintenant directeur marketing chez Lohmann et Rocher. Il nous partagera son expérience dans le monde de l'industrie pharmaceutique, ses apprentissages clés, et surtout les histoires qui ont façonné son parcours. Alors que ce soit ses débuts aux États-Unis, ses multiples expériences professionnelles ou encore ses succès, cet échange promet d'être riche en enseignements. Hugues, merci d'être présent avec nous. Est-ce que ça va bien de votre côté ? Oui, très bien Vincent, merci pour cette invitation et cette occasion de partager effectivement toute cette richesse. J'espère ne pas décevoir vos auditeurs et followers. Le plaisir est partagé, Hugues. Alors, j'ai une question que j'aime beaucoup poser à mes invités. Comment est-ce que vous vous définiriez à une personne qui ne vous connaît pas ? Je crois que avec l'âge, je dirais que la bienveillance en fait fait partie en fait de mes caractéristiques et de mon profil. J'ai aujourd'hui envie d'être extrêmement bienveillant, surtout avec les jeunes générations, et de partager, de leur faire gagner entre guillemets de l'expérience et du temps pour, au travers de mon expérience ou de ce que je peux anticiper sur l'avenir. Et c'est vraiment cette bienveillance. J'ai toujours été un manager bienveillant, organisateur, qui est tenté de développer les individus, les compétences, leur façon de penser, de réfléchir, de se projeter surtout, de ne pas rester dans l'instant présent ou dans une situation, mais vraiment de se projeter dans le devenir avec des différentes situations positives, négatives, des contraintes, des opportunités. Voilà, donc c'est ce manager bienveillant que j'essaie d'être, que je suis et que j'essaie de porter dans mes valeurs au quotidien. Ok, donc le maître mot, c'est la bienveillance. Je le conçois. Absolument. Et est-ce que de votre côté, vous avez la possibilité également de nous résumer votre parcours scolaire et nous dire quel type d'élève vous étiez ? Alors ça remonte bien longtemps, on dirait, mais parcours scolaire, où j'étais un élève. Alors faire très simple, j'ai été un élève qui s'est orienté très rapidement dès le lycée vers tout ce qui était en fait économie, marketing et histoire-géographie, géopolitique. Donc j'ai passé des concours, je me prédisposais vraiment à une carrière en fait dans l'industrie, on va dire marketing, et j'avais pas vraiment d'a priori sur un domaine en particulier. Ça aurait pu être la grande distribution, ça pouvait être la santé ou d'autres domaines, voire même les finances. Mais tout ce qui avait trait en fait à tout ce qui était communication, promotion, marketing, positionnement, éléments de différenciation, ça a vraiment été toujours quelque chose qui m'a guidé donc dès mon adolescence. À l'issue de mon bac, j'ai fait une école de commerce en 4 ans à Paris, que j'ai ensuite complété par un MBA aux États-Unis, dans le stade de Hartford, dans le Connecticut, et qui a été vraiment un parcours international,
extrêmement enrichissant et vraiment valorisant, puisque évidemment tout se passait en anglais, avec un environnement international. On avait des collègues qui venaient des 5 continents, et ce MBA a été vraiment un élément déclenchant pour moi dans ma carrière, dans me projetant, je dirais, dans des ambitions professionnelles que je n'avais pas forcément à l'issue de mon école de commerce, qui était parisienne et qui était très métropolitaine. Voilà, donc là vraiment le MBA m'a donné vraiment une vision très internationale. J'ai eu la chance après de démarrer aux États-Unis, comme vous l'avez cité, dans des fonctions internationales, et qui ont encore, je dirais, accentué cet esprit de volonté d'être dans un univers d'abord anglo-saxon, et de différence par rapport en fait à mes ambitions professionnelles. Et ce passage aux États-Unis, c'est quelque chose qui vous a aidé pour vous? Ça a été un moteur pour la suite de votre carrière? Alors ça a été un élément déclenchant moteur à 2 reprises dans ma carrière, puisque j'ai eu l'occasion effectivement de faire 2 parties de ma carrière aux États-Unis. La première à l'issue de mon MBA, où dans la continuité et avant de revenir en France pour poser le pied et mes bagages professionnels, j'ai travaillé au sein de la société Sandoz, qui à l'époque avait une division internationale dans la médecine vétérinaire, comme assistant chef de produit et responsable marketing international sur des gammes de produits qui étaient destinés à traiter en fait des pathologies humaines, même si c'était avec des mêmes insecticides que les pathologies vétérinaires. Et donc là, j'ai eu pendant 2 ans une activité internationale où je négociais, travaillais avec des filiales en Angleterre, en France évidemment, en Allemagne, au Japon, en Amérique du Sud, au Mexique, et je crois aussi il y en avait en Inde. Donc on avait cette fonction très internationale, et ça a été vraiment un élément déclenchant qui, au-delà, je dirais, d'un anglais qui était courant pour moi, même si je traverse encore, j'ai encore en fait un accent très français, mais cette facilité de discussion, d'échange international, et cette vision internationale que j'ai pu avoir dans les différents dossiers a été un élément extrêmement différenciant quand je suis rentré en France et quand j'ai démarré ma carrière dans l'industrie de la santé en France. Merci pour ce partage, Hugues. Alors, comme vous l'avez si bien cité, vous avez principalement construit votre carrière dans l'industrie pharmaceutique. Est-ce que, comment dire, est-ce que vous avez peut-être des conseils à partager pour intégrer cet univers pharmaceutique, car vous n'êtes pas directement passé par des études de pharmacie, mais vous êtes tout de même dans le marketing pharmaceutique? Tout à fait. Et alors effectivement, je n'ai pas eu cette chance de faire la pharma, parce que mon parcours, on va dire, en mathématiques à l'époque et en biologie n'était pas suffisamment bon pour aller dans cette division-là. Mais ce qu'il faut retenir dans les mots que j'ai cités, et vraiment ce qui conditionne, c'est les éléments de différenciation. Lorsque je suis rentré en France à l'issue de mon parcours MBA plus 2 ans chez Sandoz dans la division internationale de santé vétérinaire, j'avais un élément de différenciation très fort pour aller dans l'industrie de la santé, apporter en fait une formation économique, marketing, avec un tropisme très fort anglo-saxon, une aisance à l'anglais et à l'oral. Et je dirais que ce qui va prévaloir, c'est de se différencier et de faire des choses différentes que ce que vos autres collègues en fait de même âge, qui sont dans la compétition et qui candidatent pour les mêmes postes, vont faire. Donc j'encourage vraiment les jeunes comme vous à tenter des expériences de façon plus précoce ou différente, complémentaire d'un parcours standard qui peut être celui d'un étudiant, comme on a pu le voir, en 5e année de pharmacie, qui va faire un stage en industrie et qui va être appelé par les big ones. Moi, j'encourage vraiment à aller chercher la différence dans des sociétés, soit dès la 4e année, soit au moment de la 5e année, avant vos stages de marketing, par exemple, vraiment dans des sociétés qui vont vous apprendre beaucoup, beaucoup de choses, qui sont peut-être des sociétés peut-être plus agiles, plus flexibles, comme le Man Rocher, c'est ce que j'encourage à faire, pour vraiment vous donner vraiment les éléments qui vont faire la différence. Et quand vous serez après en 6e année dans votre master ou dans vos parcours professionnels, après vos diplômes dans l'industrie, quand vous irez dans le marketing ou d'autres fonctions associées au marketing, au commerce, vous aurez vraiment des éléments de différence parce que votre expérience, votre apprentissage aura été profond. D'accord, je vous remercie Hugues. Et de votre côté, alors vous avez eu de nombreuses expériences. Il me semble que maintenant vous êtes chez Lohmann et Rocher. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager vos principaux conseils en industrie, en entreprise, comment se démarquer, mais également comment évoluer? Vous êtes actuellement directeur marketing. Ce serait intéressant de savoir comment devenir directeur marketing et le cheminement pour devenir directeur marketing. Alors, une des règles qui ont été les miennes pendant mon parcours professionnel, ça a été de multiplier les expériences. Et c'est grâce à cette
addition d'expérience dans des business models différents, j'ai eu la chance de démarrer dans la santé vétérinaire, comme j'ai cité, 2 ans. Ensuite, j'ai été dans les médicaments de prescription dans différents domaines thérapeutiques, système nerveux central, endocrinologie, gynéco, urologie, oncologie et dermatologie. Donc j'ai cumulé, on va dire, 5 univers totalement différents. J'ai basculé ensuite dans le médicament générique pour participer à l'essor en plein démarrage de la société Biogarant pendant 4 ans. Ensuite, j'ai été dans les compléments alimentaires, dans un autre business model, on y reviendra peut-être, qui était aux États-Unis. J'ai fait également en fait des produits des biothérapies et qu'est-ce qui me manque encore, des vaccins. Donc tout ça a fait que par l'addition de ces business models, vous pouvez prétendre, je dirais, à une certaine légitimité à devenir directeur marketing, parce que ce qui fait le sens d'un directeur marketing, c'est d'avoir dire pas un seul, mais plusieurs univers sur lesquels vous devez accompagner vos chefs de produits, vos marketeurs, vos chefs de groupe dans des pathologies qui soient très médecins généralistes ou peut-être très spécialistes, ou voire même à l'hôpital, ou voire dans le B2B, du B2C. Donc en fait, c'est cette multitude d'expériences de business model qui vous permet en fait de rebondir et entre guillemets comme un kangourou de sauter en fait entre les différentes business opérations pour prodiguer et faire le coaching nécessaire auprès de vos équipes. D'accord. Et de votre côté, est-ce que vous auriez également la possibilité de nous donner vos missions de façon assez générale et journalière chez Loman et Rocher? C'est quoi une journée du type chez Loman et Rocher? C'est souvent et beaucoup trop souvent en fait des tunnels de réunion en Teams ou en présentiel. On essaie quand même malgré tout de privilégier des rendez-vous plus informels et on va dire plus constructifs et de minimiser des réunions qui ne servent pas à grand-chose. La journée type, elle consiste, on va dire, aux 2 niveaux. Accompagner mes équipes dans le quotidien en essayant d'être un facilitateur en fait des obstacles administratifs ou des déviations dans les priorités qui sont les leurs par rapport à des campagnes de lancement, par rapport à des développements de nouveaux produits, par rapport à des axes de développement de médias, par exemple, et de vraiment les réorganiser, de les mettre en focus sur vraiment ce qui est essentiel et prioritaire. Et la deuxième, c'est de défendre en fait des projets au niveau de la direction générale, mais surtout au niveau du groupe, pour développer et apporter les ressources nécessaires, tant en termes d'hommes, de moyens ou de temps, par les équipes globales pour accompagner le développement de la filiale française, par exemple. Intéressant. Et toujours de votre côté, alors je sais que c'est un grand tabou en France, mais de façon générale, est-ce que vous auriez la possibilité pour des postes, alors peut-être avant le vôtre et ensuite similaires au vôtre, de nous donner peut-être des fourchettes de salariales? C'est possible pour vous? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, lorsque j'ai un chef de produit, par exemple, alors il y a des différences aussi régionales qui peuvent exister, d'industries qui peuvent exister également, voire à l'intérieur de chaque industrie, quand on est, par exemple, dans les produits de cosmétiques ou dans les produits santé grand public, choses comme ça, il peut y avoir des variations. Mais je dirais qu'un chef de produit qui démarre dans l'industrie de la santé, qui va démarrer à Paris, parce que c'est là où se trouve en fait l'essentiel des postes, peut démarrer entre 45 et 55 en fonction de ses expériences et de sa différenciation qu'il peut avoir. Et à nouveau, je réinsiste sur le fait que plus tôt vous avez des expériences, plus tôt vous avez peut-être même des mini-missions, des participations, des associations auxquelles vous participez, par exemple à l'EPI à Nancy, où vous pouvez être organisateur, fédérateur de projets en collaboration avec des groupements, des grossistes, des laboratoires comme le Man et Recherche, vous pouvez vous différencier parce que lors des entretiens, vous apporterez en fait une valeur ajoutée que l'autre n'aura pas forcément. Donc, un salaire entre 35 et 45 chef de produit. Ensuite, vous arrivez à un niveau de chef de groupe, vous pouvez être aux alentours de 70-75 KE. Directeur marketing, ça commence entre 95 et ça va jusqu'à 150 en fonction, je dirais, des laboratoires, du périmètre également du chiffre d'affaires que vous générez, du périmètre également humain, du nombre d'individus que vous gérez, et puis je dirais près de l'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être dans une start-up directeur de marketing et gagner très peu d'argent parce que vous êtes directeur marketing, mais vous n'avez pas d'équipe à gérer. Par contre, vous pouvez dans une Big Five, par exemple, avoir effectivement une équipe peut-être de 5, 7 ou 10 personnes et avoir un très très gros salaire. En l'occurrence, moi, j'ai un salaire qui est dans la médiane et avec une équipe de 12 personnes au marketing et qui opère à la fois à l'hôpital, en médecine de ville
et en pharmacie, avec également toutes les fonctions de communication, de trade marketing et de business développement et de market research. Et de votre Voilà. côté, toujours, alors vous êtes chez Lohmann et Rocher actuellement, est-ce que vous avez peut-être encore d'autres perspectives d'évolution ou vous pensez, de façon prospective, sur 5, 10, 15 ans, être encore chez Lohmann et Rocher pour faire carrière? Ma carrière pour l'instant chez Lehman Rocher me satisfait complètement. Chaque jour et chaque année sont totalement différentes. Cette semaine, on a présenté par exemple les budgets de l'année 2025 avec un pipeline de nouveaux produits de développement sur les années 2025-2030 extrêmement en fait intéressant, captivant, motivant pour la société Lehman Rocher avec des ambitions très 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 fortes aussi bien en pharmacie à l'hôpital que dans le mode de la prescription. Après, il est évident effectivement que, par exemple, revenir sur un parcours international, que ce soit en fait à l'étranger ou aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne ou en Autriche, où est la maison mère, peut être intéressant pour moi pour donner un autre coup, un autre step forward, ou passer dans une fonction de directeur général si les planètes sont alignées. Donc c'est toujours intéressant. Donc je dis pas oui, je veux rester essentiellement que chez Loman. Je dis pas non, je veux pas aller à l'étranger dans une autre filiale ou dans une autre société, par exemple. Donc, tout est ouvert et je reste vraiment dans le mouvement présent. Vraiment, le jour où je m'ennuierai, le jour où vraiment professionnellement je ne serai pas motivé pour me lever le matin, là, ce jour-là, je me poserai des questions, j'agirai. Alors, chers auditeurs, auditrices, si vous appréciez donc cet épisode avec Hugues, n'oubliez surtout pas de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Non seulement ça nous aide à mieux comprendre ce qui vous passionne, mais aussi à savoir quels invités vous aimeriez avoir à l'avenir. De par ce parcours intéressant, est-ce qu'il y a eu un moment de votre vie, j'ai envie de dire, un moment clé, un moment décisif? Vous avez compris que pour vous, il était possible de gravir les échelons, mais également de sortir du lot. À deux reprises, parce que et à nouveau, ça revient sur vraiment le basique du basique. Mon expérience initiale aux États-Unis, et puis à mi-parcours, lorsque après une expérience très forte, par exemple dans les médicaments génériques, j'ai eu l'occasion d'aller retravailler à nouveau et en emportant femmes et enfants, d'aller travailler 3 ans aux États-Unis, à Boston, pour la société Arco Pharma. Et ça a vraiment été en fait un élément très fort puisque j'arrivais à un âge où finalement la différenciation qui était la mienne du démarrage, finalement se confondait avec les expériences des métropolitains qui étaient restés en France et qui avaient des parcours brillants dans différentes sociétés. Et donc il y avait finalement plus de différence. Et en partant aux États-Unis, justement, j'ai repris, je dirais, un step forward pour me redifférencier en disant, ben voilà, moi j'ai été à nouveau 3 ans aux États-Unis, en complément de ce qu'il fait, outre le fait de bien maîtriser effectivement le business model américain, j'ai également exploré à ce stade-là en fait un autre business model, celui qui était des food and health stores aux États-Unis, qui est un concept qu'on n'a pas encore en France, qui pourrait être amené à se développer, mais qui était totalement différent, qui était régulé également par des claims qui étaient très orientés santé vers des compléments alimentaires qui étaient vendus, mais dans des magasins de la grande distribution. Et c'était en fait quelque chose qui me manquait après avoir fait le circuit prescription, le circuit hôpital, le circuit distribution en pharmacie. Il me manquait un peu l'aspect food, comme on l'appelle, le FMC, le Fast Moving Goods, Consumer Goods. Et donc, c'était quelque chose que j'ai acquis et qui m'a redonné, je dirais, un élan en revenant en France pour intégrer des sociétés supplémentaires, dont la société Bayer à ce stade-là. Donc, votre passage aux États-Unis, c'est vraiment ce passage qui vous a permis, entre guillemets, d'atteindre de nouvelles sphères, selon vous. Ah oui, et donc c'est pour ça que moi j'encourage vraiment vos auditeurs et les futurs candidats en fait à l'industrie de la santé dans l'option, je dirais, commercial marketing, parce que c'est le domaine sur lequel j'ai une certaine légitimité, à aller chercher des expériences vraiment à l'étranger, à ne pas rester dans des zones de confort, à savoir effectivement dire j'ai été au marketing, maintenant je vais sur le terrain, du terrain maintenant je retourne peut-être dans une fonction équivalente à un MSL ou dans la partie médicale, je vais après au market access, je retourne au marketing, je retourne dans une fonction commerciale de manager, par exemple, d'être directeur régional dans un réseau pharmacie, un réseau médecine générale, un réseau de délégués spécialistes, peu importe, mais vraiment d'être dans le mouvement. De toute manière, c'est quelque chose aujourd'hui qui est dans la jeunesse, de bouger par rapport en fait à des générations où on était content d'être dans la même boîte et on progressait chaque année, etc. Là, il faut vraiment bouger, sortir de ces zones de confort et des choses qui sont applicables aujourd'hui beaucoup plus, c'est de se dire, même si je quitte une société dans laquelle je suis bien, ça n'empêchera pas de revenir dans 2, 3, 4 ans dans cette même société, parce que finalement, autant on se disait à une époque, j'ai quitté Pfizer, j'ai quitté Bayer, et jamais j'y reviendrai, finalement, pourquoi pas.
Et aujourd'hui, je pense que les recruteurs se disent, oui, je comprends que vous ayez besoin d'aller faire une expérience ailleurs et que maintenant, demain, je suis capable de vous recruter et finalement, je vais capitaliser sur quelqu'un qui a eu une expérience différente avec ses succès, ses erreurs et qui revient chez moi pour le meilleur de mon entreprise. Le fait d'être polyglotte, pour vous, c'est une réelle avance également quand on a un candidat en pharmacie ou même dans une autre entreprise, industrie, maîtriser plusieurs langues, c'est un réel atout? Oui, maîtriser l'anglais, c'est fondamental. Maîtriser d'autres langues, c'est vraiment bien. On l'a expérimenté chez nous, par exemple, dans notre société, qui est une société allemande et autrichienne. Euh, L'anglais est un prérequis. De toute manière, on parle et on écrit en anglais constamment tous les jours. Mais également, les Allemands apprécient beaucoup les gens qui sont capables de comprendre et de parler en allemand. Alors, c'est une langue qui est un peu plus compliquée, mais je pense que ce genre de choses s'applique aussi pour les autres langues, en fait, quand on travaille pour une entreprise suédoise ou italienne, je pense qu'effectivement, même si l'anglais prédomine en étant une langue internationale, le fait de connaître d'autres langues et l'italien ou l'allemand peut être intéressant parce que, à nouveau, les maisons mères apprécient quand les gens ont cette expérience culturelle et linguistique. Et en termes de qualité de vie, Hugues, j'avais une question à vous poser. Je sais que l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui traite bien ses employés de façon assez générale. Avant, vous nous parliez d'un salaire fixe, mais également d'un variable. Est-ce que l'industrie pharmaceutique, de façon générale, je ne parle pas que de Lohmann et Rocher, offre d'autres avantages de par votre expérience? Est-ce que vous avez pu tirer d'autres avantages? Alors, indépendamment, j'aurais du package de rémunération qui est composé d'un salaire fixe et des variables qui s'appliquent souvent au chef de produit, pour pas dire très souvent, et bien évidemment au directeur marketing. Après, vous avez les options qui sont les véhicules de fonction, par exemple, qui sont des avantages intéressants. Et après, vous pouvez bénéficier, en fonction des niveaux de rémunération, de packages complémentaires associés à la structure financière de l'entreprise. C'est applicable notamment dans les startups, par exemple, une prise de participation au capital ou des levées de fonds, choses comme ça. Donc, ce sont des choses qui peuvent s'appliquer en fonction des sociétés et des statuts. Alors également, tout au long de votre carrière, vous avez eu de nombreux succès comme on a pu le voir ensemble, mais également certainement certains échecs. Alors selon vous, sans rentrer dans les détails, quelle est votre perception de l'échec? Comment est-ce que vous l'abordez et comment est-ce que vous savez vous relever après un échec? Bah, je pense que d'abord, c'est une affaire très personnelle de se dire est-ce que c'est un échec ou pas. Je pense qu'il faut l'apprécier, il faut pas l'ignorer. On en a tous connu. Honnêtement, moi, je n'ai jamais abandonné et même si j'ai eu des échecs dans des lancements de produits ou dans des projets qui tombaient un peu à l'eau, choses comme ça, bah, j'en avais d'autres qui arrivaient, j'avais d'autres projets qui veulent rythmer votre journée, votre semaine, votre année. Donc en fait, voilà, il fallait apprendre de pourquoi on avait perdu, pourquoi on n'avait pas gagné, et puis se dire, ben, est-ce que demain, si j'ai ce genre d'opération, est-ce que ou ce genre de lancement, est-ce que je referai les mêmes erreurs? Bien sûr que non. Mais à nouveau, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, et c'était vraiment ça. Mais c'est surtout après avoir un certain état d'esprit en disant, c'est bon, j'ai fait, c'est perdu, je mets de côté et je passe à autre chose. C'est surtout ça. Ruminer, je pense que c'est jamais bien et il faut toujours aller un peu de l'avant. Donc se remettre en question, d'accord. Alors Oui. avant, on a abordé le moment décisif. Parlons assez rapidement peut-être d'une expérience marquante. Vous avez pas mal de vécu. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler d'une expérience qui vous a marqué, une anecdote marquante que vous avez vécue, qui vous a particulièrement touché, mais également permis peut-être d'avoir une autre vision et d'être une meilleure personne d'une certaine manière? Je citerai, en fait, il y a eu deux expériences professionnelles marquantes dans ma carrière, vraiment marquantes, qui étaient vraiment très intenses, avec beaucoup de passion et beaucoup de temps de travail. La première, c'était lorsque j'ai rejoint la société Biogarant, dans le développement des médicaments génériques. C'était vraiment le tout début en fait du médicament générique. Ça peut paraître une éternité aujourd'hui, quelque chose qui est tellement bien installé, mais à l'époque c'était vraiment quelque chose de différent. Et lorsque j'ai rejoint après le groupe Bayer, quand il fallait créer, et j'étais à la fois à cette époque-là le patron de marketing et vente, créer un réseau, créer une équipe sur un nouveau laboratoire dédié, entièrement dédié à la dermatologie de prescription auprès des spécialistes en dermato. Je dirais que l'expérience de Garant, c'était la première, j'étais beaucoup plus jeune, et là c'était vraiment bien parce qu'il fallait convaincre le pharmacien
que effectivement on était la même équivalence, bioéquivalence en fait des médicaments par rapport aux médicaments Princeps. Et on était face à des obstacles qui étaient en fait l'antériorité, qui était la marque en fait des produits. Et c'était très difficile de convaincre le pharmacien et surtout ses équipes. Ce qu'on a fait, et l'anecdote, c'était de dire, on a pris le parti d'appuyer cette différence en disant, je n'arrive pas uniquement avec en fait un catalogue de médicaments génériques sous DCI avec des noms imprononçables, et à l'époque, même pour les pharmaciens, les noms étaient imprononçables, mais c'était de dire, j'accentue ça et je viens avec un catalogue de services au cœur de la pharmacie pour vous, le pharmacien, et les équipes. Et en fait, on avait un catalogue qui faisait peut-être une trentaine de pages avec énormément de services, d'outils pour le pharmacien, pour l'accompagner dans le développement, lui, de sa connaissance de la prise en charge des pathologies, son équipe également, l'interrogation en fait au comptoir, la prise en charge des patients au comptoir. C'était des services en fait qui paraissaient tellement évidents, mais que finalement personne ne faisait, ou finalement quelques petites branches. Et y compris le laboratoire Princeps à l'époque ne faisait pas grand-chose parce qu'ils étaient sur leur nuage. Les laboratoires de générique, à l'époque, il y en avait quelques-uns qui disaient, moi, mon catalogue, c'est le plus large, c'est le plus large, c'est le plus large, venez chez moi. Et nous, on a pris le parti de dire, on amène de la qualité et du service pour créer la différence. Et c'est vraiment ça, en fait, l'anecdote qu'il faut retenir, c'est apporter toujours du service à votre interlocuteur. Rendez la relation intéressante, pas que pour vous, mais aussi pour lui. J'ai vraiment cette impression que vous avez toujours su également s'adapter. Cette notion d'adaptation, vous l'avez toujours eu avec votre interlocuteur et également avec vos clients. Est-ce que pour vous, ça a été, comment dire, un driver, quelque chose qui vous a changé également dans votre vie, cette notion d'adaptation? Je pense être né comme ça, avec cette grande capacité d'adaptation. Donc pour moi, je le vis au quotidien de façon normale. Mais oui, je pense qu'il faut vraiment rester, je l'ai cité un peu préalablement, il faut vraiment rester en éveil et se dire, si un jour, en fait, je ne suis plus en fait en phase avec entre mon univers, mon marché, il faut que je me remette en question, il faut que j'acquière de nouvelles compétences. Bon, c'est ce que j'ai fait par exemple à un moment donné. J'ai fait un autre MBA via l'ESSEC pour donner une nouvelle différence à ma formation et à mon cursus. C'est effectivement apprendre des soft skills par exemple et des nouveaux logiciels. C'est à vraiment toujours se remettre en question. Alors Hugues, je vous Voilà. remercie pour ces précieuses informations, cet échange enrichissant. Je laisse également les auditeurs donc la disponibilité également et l'accès à votre LinkedIn en description, mais également à la page donc de Lomane Rocher. Ils pourront donc s'abonner sur Tout à Instagram. fait. Et de Velpo qui est de la marque, une des marques de chez Lomane Rocher. D'accord, bah abonnez-vous également à Velpo. Je mettrai les liens donc en description. Hugues, je vous remercie pour cet échange. Vincent, un grand merci pour cette opportunité et je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous aussi Hugues, merci. Merci.